Bonsoir. Évariste Ndayishimiye prend les rênes du pouvoir au Burundi après la mort subite de Pierre Nkurunziza. À la suite des élections du 20 mai, il n'a pas attendu jusqu'au 20 août pour prendre fonction, la Cour constitutionnelle ayant décidé qu'une transition n'était pas nécessaire. Élevé au rang de guide suprême éternel par son parti, le CNDD-FDD, Pierre Nkurunziza n'aura pas le temps d'accompagner et de guider son successeur et ancien compagnon au sein de la rébellion Hutu dans ses nouvelles fonctions de président. Avec nos invités, nous reviendrons sur les 15 ans de pouvoir de Pierre Nkurunziza, mais aussi sur les chantiers qui attendent le nouveau dirigeant burundais Évariste Ndayishimiye. Le Burundi tourne la page. Nkurunziza, officiellement décédé d'une crise cardiaque le 8 juin. Son successeur Évariste Ndayishimiye a prêté serment ce jeudi. Explication Blanche Salon. Après la mort du président sortant Pierre Nkurunziza, Évariste Ndayishimiye, le nouveau président élu le 20 mai, a demandé aux Burundais d'être optimistes et unis face aux nouveaux défis qu'ils devront affronter comme une famille. Pour lui, la mort de Nkurunziza n'était que la volonté de Dieu. Il a rendu un hommage à celui qui était considéré comme son mentor au palais présidentiel la semaine dernière, accompagné d'une délégation du gouvernement, tous venus exprimer leur profonde tristesse. Il voulait donner au Burundi la grandeur et la dignité que le pays avait avant la colonisation. Il disait qu'on ne refuse pas que les étrangers viennent au Burundi, mais qu'ils viennent avec une bonne intention de faire des affaires. Sinon, s'ils viennent avec une mauvaise volonté, on les chasse. Vendredi, la Cour constitutionnelle a statué que le nouveau dirigeant élu du pays, Évariste Ndayishimiye, devait prêter serment rapidement. Considérant cependant que le décès du président Pierre Nkurunziza survient au lendemain des élections ayant donné lieu à l'élection d'un nouveau président en la personne de M. Évariste Ndayishimiye, qui n'attendait que la prestation de serment pour prendre ses fonctions, la Cour décide que la saisine est régulière, qu'elle est compétente, que la requête est recevable, que le poste de président de la République du Burundi est vacant. La mort de Nkurunziza à l'âge de 55 ans est survenue le 8 juin, donc environ 2 mois avant la date fixée par la loi pour l'entrée en fonction de son successeur. Candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, le général Ndayishimiye a remporté la présidentielle avec 68,72% des voix contre 24,19%. Une victoire contestée par son principal rival, Agathon Rwasa. Le parti de ce dernier a dénoncé ce qu'on appelle une mascarade électorale et un scrutin non crédible. Néanmoins, les allégations de fraude généralisée de l'opposition ont été rejetées par la Cour constitutionnelle. En rappel, ces élections ont été maintenues malgré la pandémie de nouveau coronavirus, car selon des experts médicaux, le Burundi a largement ignoré le virus, prenant peu de mesures pour lutter contre sa propagation par rapport à nombre de ses voisins. La mort de Pierre Nkurunziza, un chrétien évangélique qui considérait son pouvoir d'essence divine, a provoqué un immense choc au Burundi. Nous avions peur, nous demandions comment les choses allaient se passer. Même maintenant, nous ne sommes pas encore calmés parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous nous sentons vraiment mal, vraiment blessés. Vous comprenez, quand vous perdez un président, on se souviendra de lui pour avoir donné la paix, qu'il repose en paix. Le pays a observé une période de deuil national de 7 jours. Quant au nouveau président, il a promis de faire du rétablissement économique du pays sa priorité. Les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur la population seront probablement l'un de ses premiers gros dossiers. Voilà. Merci beaucoup Blanche pour ces explications et pour le débat. Nous avons 3 invités. Ici à Washington, nous avons Frédéric Ngundu-Kidje, rédacteur en chef au service Afrique centrale de la Voix de l'Amérique. À Atlanta, nous avons Ismaël Diallo, ancien fonctionnaire international, ancien représentant au Burundi, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Et à Kigali, Innocent Mouozi, journaliste et directeur de TV Renaissance. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Je démarre avec vous, Monsieur Diallo. Vous avez connu Pierre Nkurunziza. Comment est-ce que vous définirez son personnage ? Je n'ai pas la prétention de le définir parce que je ne l'ai pas connu de manière suivie et sur une longue période. Mais je l'ai connu en plus au début de son mandat, à partir de entre
2005 et 2008. Il m'a donné l'impression d'être un homme posé, à l'écoute, humble au départ en tout cas, et courtois, très civil. Voici l'impression qu'il m'a donnée au départ. Et vous avez un peu suivi l'actualité burundaise au fil des années. Oui, chemin faisant, j'ai cru en tout cas percevoir un monsieur que le pouvoir a changé. Parce qu'effectivement, le pouvoir change 9 personnes sur 10 et pas dans le meilleur sens. Alors, Frédéric, est-ce que vous étiez surpris quand le président Nkurunziza avait annoncé qu'il n'allait pas se représenter en 2020 après avoir modifié la Constitution et après un 3e mandat au forceps? Je vais vous dire que je n'ai pas été surpris personnellement parce qu'il avait eu maintes occasions de le dire chaque fois qu'il y avait soit une interview avec les journalistes locaux ou alors les journalistes internationaux. Et en plus, j'ai eu beaucoup d'occasions de parler à ses proches, notamment le conseiller principal Willy Nyamitwe, qui à chaque fois il me disait que donc il avait donné sa parole, il n'allait plus se représenter pour les élections en 2020. Et pourquoi il a quand même insisté à modifier la Constitution qui lui permettrait de rester, je crois, jusqu'en 2034, dans les conditions que l'on connaît? Qu'est-ce qui a pu se passer entre-temps, selon vous? Bon, disons, ce qui a poussé à changer, la Constitution, je ne pourrais pas m'y prononcer parce que je n'ai pas je n'ai pas suivi, mais tout ce que je sais, c'est que les autorités burundaises disaient chaque fois qu'il y avait des articles de la Constitution qui étaient un peu, disons, obsolètes, donc qu'il fallait absolument les changer. Alors, Innocent Muhoozi, vous avez dû quitter le Burundi à cause de menaces sur votre vie. Alors, qu'attendez-vous du nouveau président? Vous savez, c'est qu'on peut attendre de celui qui arrive. Honnêtement, c'est pas grand-chose, parce que il n'y a pas eu véritablement de changement au Burundi. Les critiques, ce qui nous a fait fuir les uns les autres, ce qui a provoqué la mort de milliers de gens, la disparition de centaines d'autres, les tortures sans nom, les viols pratiqués pratiquement comme une politique d'État. Ce n'est pas tellement un individu, c'est surtout le système auquel appartenait cet individu qui est parti, et c'est le même système qui reste en place. Je n'ai pas la moindre illusion sur la capacité de celui qui vient de changer ce système, parce que lui-même est promu par ce système-là. Vous posiez tout à l'heure la question de savoir pourquoi M. Nkurunziza a modifié la Constitution alors qu'il n'allait pas se représenter. Non, M. Nkurunziza a été forcé de ne pas se représenter alors qu'il en avait vraiment envie. Mais les pressions, notamment extérieures, ont été tellement fortes qu'il n'avait plus d'autre choix que de ne pas se présenter. Mais sinon, la volonté était là. Maintenant, le système, lui, il reste intégralement là. Je ne crois pas tellement, je ne pense pas qu'il y aurait de grosses différences en matière de gouvernance, mais peut-être quelques réformettes de surface. Mais la question de fond, la crise de 2015 qui a provoqué le désastre dont on est en train de parler, est toujours là. Et donc, je ne crois pas trop qu'il ait le courage politique et les moyens d'entreprendre les démarches politiques nécessaires à sortir le pays de cette crise-là qui est toujours là. Alors je reviens vers vous, Frédéric. Innocent ne semble pas très optimiste, mais on a quand même vu une image très symbolique, celle de l'opposant Agathon Rwasa, en train de signer le livre de condoléances du président Nkurunziza. Pensez-vous qu'il y a ici une opportunité pour engager un processus de réconciliation? Et je reviendrai à Innocent après vous. Bon, personnellement, je suis très optimiste parce que avoir, disons, la décision que même l'opposant le plus important au Burundi, qui est Agathon Rwasa, donc le discours qu'il a fait juste après la confirmation du président élu, et donc il y a espoir que donc c'est une occasion, une opportunité pour donc se réconcilier avec l'opposition. Et en plus, disons, le discours qu'a livré le président élu a
vraiment conforté, disons, les gens, les Burundais, même ceux de l'opposition. Et donc, il a prononcé un discours qui a été, disons, apprécié par... C'est un discours rassembleur pour vous? Oui. Et d'après même les gens, beaucoup de gens de l'opposition, c'est un discours qui est un peu, disons, réconciliant. Et vous, Innocent, qu'est-ce que vous pensez de cette image de l'opposant Agathon Rwasa qui, dans ce geste, disons, de civilité, mais également en acte républicain, est-ce que vous êtes optimiste qu'on pourrait engager des discussions dans le sens de retrouvailles, en tout cas d'un retour à la normale? Non. Que M. Agathon Rwasa ait été signé le livre de condoléances, c'est normal. C'est le comportement humain élémentaire dans notre culture bantou. L'Ubuntu, c'est cela. Et ce n'est même pas seulement chez nous, c'est universel. Quelqu'un peut être votre adversaire, même votre ennemi, mais vous ne souhaitez pas nécessairement sa mort. Vous ne lui souhaitez pas le pire des malheurs non plus. Et donc, ça ne veut rien dire, strictement rien dire. C'est le minimum qu'il pouvait faire. Maintenant, je ne sais pas de quel discours parle Freddy, qui aurait été prononcé par M. Évariste, qui serait rassembleur. Et ce n'est pas une question de discours de toutes les façons, c'est une question de politique, des structures qui sont en place. Est-ce qu'il va dissoudre la milice Imbonerakure? Est-ce qu'il va libérer les milliers de prisonniers qui sont détenus depuis des années pour avoir participé aux manifestations contre le troisième mandat? Est-ce qu'il va poursuivre les gens qui ont torturé, exécuté, fait disparaître des centaines de gens? Est-ce qu'il va démanteler le système de répression qui est en place? Est-ce qu'il va engager le dialogue avec l'opposition pour restaurer le contrat social qui s'appelait Accord d'Arusha? Parce que c'est cela les revendications de l'opposition depuis 2015. Je ne crois pas du tout qu'il ait cette capacité-là, ni la volonté ni la capacité de le faire. Alors, Ismaël Diallo, pour une réconciliation ou un rapprochement, faut-il demander des comptes pour des crimes passés, des crimes présumés ou réels, ou faut-il faire table rase sur le passé? Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très très content de voir Innocent. Tu es toujours là avec ta casquette et ta barbe, formidable. Tu vois que je commence à laisser pousser la mienne. Alors, je suis vraiment content de te revoir, même à distance. Et bon, moi, du point de vue position, je suis entre les deux. Je ne suis pas tout à fait pessimiste, ni tout à fait optimiste. Je voudrais souhaiter que le nouveau président ait une marge de manœuvre, et je voudrais lui donner le bénéfice du doute. Quant à la réconciliation sans justice, c'est un leurre. Ça s'est prouvé ailleurs, et Innocent se rappellera que j'étais au Burundi quand nous avons démarré le processus de mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et nous avons eu beaucoup de difficultés parce que des gens dans l'entourage de Pierre Nkurunziza ne voulaient pas entendre parler de justice, ils voulaient entendre parler de réconciliation tout court, même pas de vérité. Et voilà pourquoi donc moi je suis parti du Burundi en 2008, à la mi-2008, sans que la commission ait été mise sur pied. Alors on peut être tenté d'aller à la réconciliation sans la justice et sans la vérité. Mais encore une fois, ce serait simplement repousser l'échéance de la vérité et de la justice. Ce serait un leurre. Alors, Frédéric, Innocent parlait tout à l'heure des gestes que le pouvoir devrait faire en vue de rassurer tout le monde, notamment sur la question des exilés et des accords d'Arusha. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, disons, le dialogue entre le pouvoir et des opposants, c'est une chose qu'on peut encourager. Mais il y a beaucoup de Burundais qui veulent plus entendre de genre de dialogue comme ils en ont eu dans plusieurs périodes du Burundi. Il y en a eu en Italie, il y en a eu... Bon, on parle d'accords d'Arusha. Des accords d'Arusha, les autorités actuelles disent que donc les changements qu'ils ont faits ne touchent pas du tout, disons, aux principaux articles de cet accord. Alors, bon, il faut aller creuser, voir si réellement il y a eu, disons, bafouage de cet accord. Les autorités au Burundi
même quand on leur pose des questions, ils disent qu'ils soutiennent toujours les accords d'Arusha, mais qu'il y avait quand même quelques, disons, modifications qui étaient nécessaires. On parle, disons, de partage de pouvoir par ethnie. J'interviewe souvent beaucoup de Burundais, toutes ethnies confondues, qui disent que les accords d'Arusha, quand ils parlent de partage à base ethnique, est une chose que beaucoup de gens ne soutiennent pas du tout. D'accord. Alors, Innocent, des milliers de Burundais, dont vous-même, ont pris le chemin de l'exil avant et après les élections de 2015. Quand vous leur parlez, que pose-t-il comme condition pour un retour au pays? Et vous-même, qu'est-ce que vous demandez pour que vous puissiez rentrer au Burundi? Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne crois pas ce que dit Freddy. On est très très loin l'un de l'autre en définitive dans la compréhension de ce qui se passe. Quand les gens demandent le dialogue, c'est pour recréer les conditions de la confiance sur base d'un consensus et non pas sur base de l'une des parties qui s'appelle gouvernement, qui s'appelle CNDD-FDD, qui se basant sur sa capacité physique, c'est-à-dire les moyens de répression, impose sa façon de voir les choses. Donc, ce n'est plus l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha, c'était un consensus pour que les gens trouvent le moyen de vivre ensemble, en toute confiance, restaurent la confiance, etc. Moi, je ne cherche pas de poste au gouvernement. Tous ces membres de la société civile n'étaient pas des membres du gouvernement, c'était la société civile. Nous ne cherchons pas de postes. Les 400 000 réfugiés ne cherchent pas de postes. Les gens cherchent la sécurité, cherchent la justice. En tout cas, voilà, merci. Merci, Innocent. On a bien compris. En tout cas, le débat intéresse beaucoup nos téléspectateurs qui ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Lambertile Ambujimai, c'est en RDC. Il dit « Tout dépend de la volonté et de la politique du gouvernement pour sortir le Burundi de l'isolement en s'ouvrant aux autres pays d'Afrique et du monde, mais aussi dans une coopération équilibrée et le respect des normes. » Et puis on a Arnaud Chimilimana qui écrit « Isolement diplomatique, la diplomatie ne se limite pas et ne se résume pas à l'Occident uniquement. » Voilà quelques-unes des réactions de nos téléspectateurs sur Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient dans un instant. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. L'isolement dans lequel vit le Burundi depuis 2015 a plongé les secteurs de la vie nationale dans une crise socio-économique la plus profonde et la plus longue de son histoire. Et malgré l'investiture d'un nouveau président de la République, l'incertitude du lendemain demeure. Lionel Gaïma. Pouvoir d'achat érodé, le franc burundais de plus en plus dévalué, gel des annales de fonctionnaires depuis 5 ans, faible production agricole, revenus dérisoires, manque de devises, augmentation des impôts et taxes, contributions diverses et forcées pour les élections et construction de ceci ou cela, joindre les deux bouts est devenu un calvaire quotidien de la majorité de Burundais. Selon la Banque mondiale, le niveau d'insécurité alimentaire est presque 2 fois plus élevé que la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. Seuls 60% de la population ont accès à l'eau potable et le pays envisage d'assurer d'ici 2030 un accès équitable. Plus de 52% de jeunes en milieu rural et plus de 65% des jeunes urbains n'ont pas d'emploi, indique une étude locale. Au niveau social, c'est la navigation à vue. Le système éducatif naguère fierté nationale
sa qualité s'est lamentablement effondrée. L'Observatoire de l'action gouvernementale parle des tâtonnements et d'incohérences. La santé ne doit son salut qu'à l'aide des initiatives privées et des ONG. Selon l'OMS, un enfant sur 6 ne survit pas à son premier anniversaire et un enfant sur 5 à son 5e anniversaire. Plus de 40% des enfants souffrent de malnutrition chronique. La mortalité maternelle est également très élevée, à la moyenne de pays d'Afrique subsaharienne qui est de 920 décès pour 100 000 naissances vivantes. Sur le plan politique, c'est le monologue du pouvoir. Le parti présidentiel a verrouillé tous les secteurs de la vie, les organes de défense et de sécurité, la justice, la société civile et même les ONG étrangères. Seule avancée remarquable, les divisions d'ordre ethnique semblent ne plus avoir de la place malgré les efforts désespérés de certaines tendances de les raviver. Renouer avec son voisin du Nord, le Rwanda, l'Union européenne, les Nations unies et beaucoup d'autres pays, c'est un autre pari qui attend le nouveau chef de l'État. Merci beaucoup Lionel. Et donc, je rappelle nos invités. Ici à Washington, Frédéric Ngundu-Kidje, rédacteur en chef au service Afrique centrale de la Voix de l'Amérique. À Atlanta, Ismaël Diallo, ancien fonctionnaire international, ancien représentant au Burundi du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Et puis à Kigali, Innocent Muhozi, journaliste et directeur de TV Renaissance. Alors je reviens vers vous, Frédéric. Avec Évariste Ndayishimiye, ce sera la continuité ou bien vous pensez qu'il va essayer d'imprimer sa marque et sortir le pays de la crise? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le discours qu'il a prononcé où il disait que donc les autorités burundaises vont être les serviteurs du peuple, et je crois que il y aura, disons, une sorte de nouveau chemin qui va certainement emprunter, mais comme ils disent aussi que donc ils vont essayer de bâtir sur ce que le président Nkurunziza avait fait. Je crois qu'il va, disons, prendre quelques éléments assez positifs de son prédécesseur et continuer avec et introduire quelques innovations pour, disons, s'ouvrir au monde entier actuellement. D'accord. Alors, Ismaël Diallo, est-ce que ce sera facile pour le général Ndayishimiye de se départir, disons, de la ligne tracée par son prédécesseur? Ils ont cheminé ensemble pendant longtemps. Est-ce que ça va être facile pour lui? Pas facile. Je lui souhaite de pouvoir le faire et de vouloir et de pouvoir sortir du rang et prendre un chemin de traverse pour réconcilier tous les Burundais d'abord. Et ne pas chercher à continuer sur le même chemin d'opposition factice entre de soi-disant ethnies et cette lutte du pouvoir, sachant pertinemment qu'il en a pour 5 ans ou pour 10 ans, tout au plus. Mais ce ne sera pas facile parce qu'on ne gouverne pas à plusieurs. On gouverne seul, on peut déléguer, mais on ne partage pas le pouvoir où que ce soit, et quel que soit le système. Et là, ce sera pour lui un cheminement difficile, mais je lui souhaite beaucoup de chance. D'accord. Et vous, Innocent, la communauté internationale en fait-elle assez pour ce qui est du Burundi? Je crois que la communauté internationale a fait beaucoup de choses dans l'espoir que les Burundais comprennent qu'il faut aller au dialogue pour qu'on ne retombe pas dans la même violence qu'on a connue après l'assassinat du président Dadaye en 93, qui nous avait mené finalement à cette négociation qui a produit l'accord d'Arusha. Donc la communauté internationale a fait beaucoup en définitive en termes de démarches diplomatiques, de conseils, d'appels, etc. Mais c'est comme si on parlait à des sourds parce que le gouvernement burundais, il ne s'agit pas de s'ouvrir à la communauté internationale, il faut commencer par s'ouvrir aux Burundais eux-mêmes, parler avec ses propres frères. Parce que la solution, en fait, à l'ouverture internationale, se trouve d'abord dans l'ouverture entre les Burundais eux-mêmes. Donc, je crois que ce serait une illusion d'espérer une ouverture durable au monde extérieur quand, par rapport à ses propres frères, il n'y a pas d'ouverture. Je rappelle une chose quand même, dont on n'a pas parlé jusque-là. Mais tout le monde est conscient que M. Ndayishimiye a perdu de manière spectaculaire ces élections.
M. Ouassa a gagné ces élections d'après beaucoup d'éléments qu'on a pu avoir, y compris les seuls observateurs. Malheureusement, oui, c'est ce que dit l'opposition. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de le confirmer ou d'infirmer, mais je comprends votre point de vue. La communauté internationale, qu'est-ce que vous attendez d'elle maintenant? Qu'elle fasse encore plus de pression sur le gouvernement pour qu'il ses propres concitoyens. C'est aussi simple que cela. Qu'il accepte de parler à ses propres concitoyens, qu'il arrête de désigner certains comme de dire que moi-même j'ai un mandat d'arrêt après moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai tué personne. Et comme beaucoup d'autres Burundais, donc, les 400 000 réfugiés qui sont à l'extérieur, ils ont fui quoi? C'est la question qu'il faut se poser. C'est ça qu'il faut résoudre. D'accord. Et Frédéric, le Burundi a été isolé diplomatiquement depuis 2015, accentuant la crise économique et sociale. Doit-elle lever, cette communauté internationale, doit-elle lever les sanctions ou doit-elle attendre un geste du nouveau président? Avant de répondre à cette question, je voudrais tout simplement dire à mon ami Innocent Mourosi, quand il dit que Ouassa a gagné les élections, je ne sais pas où il tire ça, parce que Ouassa Agathon, il y a seulement 5 ans, il avait eu, avec une alliance qu'il avait formée, il avait seulement eu 14%. Est-ce qu'un parti peut avoir plus de 50% en une période de 5 ans? Ça, c'est ce que revient à beaucoup de gens qui disent que... Oui, on peut... Oui, si vous pouvez répondre à la question, on peut... puisque malheureusement... Et pour votre question-là, je pense qu'il est grand temps que la communauté internationale, disons, reprenne la coopération avec le Burundi. Et d'ailleurs, il y a quelques pays qui ont déjà signalé ça, notamment les États-Unis. Il y a le département d'État qui a bien dit que donc il est prêt à travailler avec le gouvernement en place. D'accord. Et Ismaël Diallo, les sanctions internationales n'ont pas empêché le président Nkurunziza de rester au pouvoir, et plusieurs diplomates occidentaux ont même été expulsés. Et pendant ce temps, c'est le peuple qui semble faire les frais de tout cela. La communauté internationale doit-elle revoir sa stratégie de règlement des conflits de façon générale? Vous le dites bien, vous savez, les sanctions de certains pays occidentaux ou internationaux ont peu d'impact sur la classe dirigeante qui sait où mettre ses pions. Alors c'est beaucoup plus pour donner des illusions à ce qu'on appelle le peuple ou aux opposants plutôt que d'avoir un effet réel. Et il y a des sanctions qui peuvent peser, mais encore une fois, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le peuple qui prend les pots cassés. Bon, ben, dans cette situation-là, bon, ça n'a pas empêché Nkurunziza, vous avez vu, de rester 10 ans au pouvoir, hein, après son premier mandat. Et ça n'empêchera pas ce nouveau président de rester au pouvoir si la communauté internationale, comme on l'appelle, se contente de demi-solutions ou de demi-mesures. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut que les pays qui peuvent avoir de l'influence sur le Burundi, c'est-à-dire les premiers partenaires voisins dans la sous-région, s'asseyent avec ceux qui sont crédibles, bien entendu, parce qu'il y a des chefs d'État aussi là-bas qui n'ont pas de leçons à donner aux Burundais, mais qu'ils s'asseyent et qu'ils lui disent « Voici où vous en êtes. Vous êtes dans un cul-de-sac, il faut maintenant sortir de cette situation. Et pour sortir de cette situation, voici les options. » C'est facile de le dire, c'est pas facile de le faire. Mais écoutez, si c'était facile, hein, tout le monde serait là où il est. Donc, voici ce qu'il faudra qu'il fasse et voici ce que les partenaires crédibles devraient faire. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et aussi à travers nos télépartenaires sur le continent, que je remercie d'ailleurs. Merci à toute l'équipe de production. À très bientôt. Au revoir.